êtes toujours sur Expérience TV by French Web, bien évidemment. Et cette fois-ci, on va parler d'intelligence artificielle appliquée, vous l'avez compris, à la santé, à la médecine. Comment peuvent-ils justement, tous ces outils et toutes ces disciplines scientifiques qui sont recoupées par l'intelligence artificielle, aider les médecins? Nos médecins vont-ils devoir devenir des data scientists? D'ailleurs, c'est aussi une question qu'on posera à nos trois invités. Jérôme Leleu, vous êtes le fondateur d'Interaction Healthcare. Bonjour. Bonjour. Clément Gers, vous êtes le CEO et le cofondateur de Synapse Médecine et vous êtes un de nos médecins dans cette salle. Bonjour. Et Cécile Monteil, excusez-moi Cécile, vous êtes vous aussi médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré et la directrice médicale de Illumens. Vous me direz pourquoi vous avez choisi aussi de rejoindre le monde des startups pour essayer de pousser justement les potentialités de l'intelligence artificielle, notamment, mais pas que. Et d'abord Damien, Oui. une page d'actualité. L'intelligence artificielle et la médecine, ça donne quoi aujourd'hui? Le 5 décembre 2017, à l'hôpital Avicenne de Bobigny, le docteur Thomas Grégory, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital, se prépare à poser une prothèse de l'épaule à une patiente octogénaire. Dans le bloc opératoire, le chirurgien enfile son HoloLens et s'apprête à opérer en réalité mixte. Durant l'opération, il verra superposer à son patient des modélisations 3D de ces différents appareils radiologiques ainsi que les procédures de pose de la prothèse. La réalité mixte vient ici augmenter le chirurgien en apportant plus de précision aux gestes et en lui permettant de se consacrer vraiment pleinement au champ opératoire sans remplacer son savoir-faire. Ce scénario qui pourrait être futuriste, qui est un peu sur le ton de Pierre Bellemare, eh bien, en fait est tout à fait réel puisqu'il a été rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et il a vraiment eu lieu d'ailleurs. Et l'intelligence artificielle est donc au cœur de l'analyse de l'environnement puisque c'est elle qui va permettre la modélisation en 3D des hologrammes ou bien la compréhension de la reconnaissance de caractère du casque HoloLens. Et donc l'IA fait son entrée à l'hôpital selon trois grands enjeux qui vont être la personnalisation des soins, l'optimisation du temps de travail du personnel médical et l'amélioration du rapport soignant-patient. Alors quelques exemples qui vont exploiter ces trois grandes dimensions que je viens de vous donner. Nous avons le projet par exemple, Inner Eye qui utilise le deep learning pour séquencer des images de radiologie, puis réaliser automatiquement la modélisation 3D d'une tumeur et des organes sains environnants, ce qui permet de traiter la tumeur le plus rapidement possible, au plus près, sans pour autant, tout en gagnant du temps plutôt, puisque le gain de temps est estimé entre 45 minutes et 2 heures pour le praticien, pour le médecin. Nous avons El Picto, dont nous avons parlé tout à l'heure dans la session sur l'éducation, qui permet aux personnes ayant des troubles du langage eh bien, de répondre facilement en utilisant le langage naturel et donc la reconstruction sous forme de pictogramme d'une conversation. Nous avons le projet Hanover, qui aide les médecins à établir des traitements personnalisés pour chaque personne atteinte d'un cancer, puisque vous le saviez peut-être, il y a une base de données qui s'appelle PubMed, qui est le principal moteur de recherche de données bibliographiques, qui toutes les minutes reçoit plusieurs millions toutes les minutes, qui reçoit plutôt chaque jour plusieurs millions de données chaque année. Et Hanover repose sur un algorithme de machine learning qui compulse automatiquement les différents articles de cette base de données. Et bien sûr, on est basé sur de l'IA et sur ces différents moteurs-là de recherche Microsoft. Et enfin, Optolexia, c'est qui détecte, oui j'ai eu un peu de mal à le dire, qui détecte la dyslexie, justement, ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, en effectuant une analyse du mouvement optique lorsque le patient lit sur l'écran de l'ordinateur ou d'une tablette. Ces données sont ensuite envoyées dans le cloud Azure, bien sûr, et traitées. Donc, grâce à ces différentes technologies, il est possible de détecter une dyslexie beaucoup plus tôt qu'avec les tests existants, puisque les chances de guérison sont bien plus importantes lorsque, bien sûr, le diagnostic est posé en amont, notamment chez l'enfant. Merci infiniment Damien. Messieurs, dames, est-ce que concrètement ça veut dire qu'il existe autant d'applications d'intelligence artificielle, mais pas que en médecine, que de pathologie? Clément. Waouh, question. Vaste question. C'est vrai qu'effectivement, une confusion qui est souvent faite, c'est de parler d'une IA alors qu'une IA n'existe pas. En fait, c'est des méthodes mathématiques classiques qu'on applique à plusieurs sujets. Ceci étant, on est sur la 4e vague de l'intelligence artificielle, il y en a eu d'autres avant, et celle-ci, en fait, s'applique particulièrement bien à la santé, puisque les techniques qui, pour le coup, sont un petit peu partagées par toutes les sociétés que vous venez de citer, sont celles du deep learning et des réseaux de neurones, qui ont fait vraiment exploser l'intelligence artificielle ces dernières années. Et ces techniques, en fait, elles sont très, très performantes pour traiter du texte, du langage naturel, donc vraiment du PDF, etc., et de l'image. Et c'est deux choses sur lesquelles les scientifiques se sont totalement arrachés les cheveux
pendant des années, elle n'y arrivait pas, et qui sont particulièrement pertinentes dans le domaine de la médecine, parce qu'une grande partie de la médecine est décrite dans du texte et décrite dans les images. Donc, effectivement, il va falloir réappliquer ces technologies en fonction des pathologies, entre guillemets, mais si on parle, par exemple, de la radiologie, une grande partie de ces algorithmes sont partagés et vont pouvoir être utilisés pour, d'une manière générale, pas automatiser, mais semi-automatiser la lecture des radiologies et des IRM. Ça va demander du travail, ça va demander de les réentraîner, mais à terme, on va y arriver. Donc, il n'y a pas une IA, il y a plusieurs IA, mais il y a un certain nombre de méthodes mathématiques qui sont au centre de toute cette révolution. On reviendra toujours aux maths. On savait depuis quelques minutes maintenant que les maths étaient la base de la musique. Ils sont aussi évidemment la base de la médecine pour le coup. Cécile, justement, comment est-ce que vous, dans votre travail au quotidien, vous utilisez avec justement cette question, alors peut-être pas forcément des urgences pédiatriques directement, mais plus sous votre casquette de directrice médicale de Illumens, tous ces outils, cet apanage d'aide au diagnostic et à la guérison que sont offertes par ces outils de l'intelligence artificielle? Alors effectivement, je risque de vous décevoir pour ma pratique à l'hôpital, puisque non, nous n'utilisons pas d'intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui. En fait, dans la pratique, on est encore très loin de tout ça. Si vous parlez d'intelligence artificielle dans mon service ou dans d'autres, aux médecins et aux infirmières, il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément ce que c'est. Et sans leur jeter la pierre, en fait, il n'y a pas de formation sur le sujet. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un pas. Aujourd'hui, il y a des concepts qui sont développés. On teste, en fait. On est plutôt en phase de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Une phase de compréhension. Exactement. Pour ensuite, en fait, une fois qu'on aura délimité les choses qui sont pertinentes et qui ont vraiment fait leurs preuves, à ce moment-là, on pourra les utiliser dans la pratique et il faudra absolument former les professionnels de santé, ce qui n'est pas forcément fait aujourd'hui. Donc, l'utilisation au quotidien, pas vraiment. L'utilisation en recherche, oui. Il va aussi falloir former les médecins, en fait, à être médecins qui utilisent une IA. Donc demain, dans les cursus médicaux de plusieurs années, on aura peut-être un cours d'IA. Bien sûr. En fait, la comparaison, la métaphore, c'est aujourd'hui, vous avez des pilotes qui pilotent les avions et qui sont formés beaucoup en simulation. Et puis, en fait, ils sont dans le cockpit et s'il y a un problème, ils sont capables de reprendre le contrôle de la machine. Et en fait, les médecins ne sont pas du tout formés à ce concept et il va falloir les former. Comment est-ce que je travaille avec un outil qui m'aide au quotidien, mais comment est-ce que j'arrive à garder mon regard critique et comment est-ce que j'arrive à reprendre la main quand l'algorithme n'y arrive plus et qu'en fait, je ne connais pas forcément les étapes à l'intérieur de la boîte noire. Donc, il y a beaucoup de choses en fait, auxquelles on n'a pas encore tout à fait pensé, mais auxquelles il va falloir s'atteler. Mais Jérôme, on a l'impression que c'est finalement assez intuitif et peut-être c'est l'effet waouh, l'effet spectaculaire pour le coup, notamment à toutes ces technologies. On parlait tout à l'heure des HoloLens, par exemple, en holographie et en réalité mixte, appliquées à la chirurgie, par exemple. Cette image incroyable du chirurgien qui va pouvoir aller chercher dans une boîte à outils en hologramme le bon conseil au bon moment pour opérer au bon endroit ou pouvoir être en communication avec un autre chirurgien à l'autre bout du monde pour pouvoir opérer à plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément plus spectaculaire, donc qui va rentrer plus facilement dans les cursus? Qu'est-ce que ça veut dire pour le médecin de ville? Est-ce que concrètement, aujourd'hui, je suis médecin de campagne, je suis généraliste, est-ce que j'ai aussi besoin de l'IA pour mes patients? En fait, je pense que par rapport à ce qu'a dit Cécile ou Clément sur l'appropriation en fait, de l'intelligence artificielle par les pros de santé et également par les patients, puisque nous, on travaille au quotidien avec ces deux populations qui se côtoient au quotidien. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de pédagogie, de vulgarisation, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est parfois un peu anxiogène. Clément évoquait la partie radiologie. En juillet dernier, il y a eu un effet médiatique assez important sur BioMind, qui est une société chinoise donc, qui a mis en place un concours entre des radiologues versus une IA, et qui a bien sûr, comme dans d'autres domaines, remporté, avec un pourcentage de réussite plus important, et puis également un temps de traitement plus intéressant. Et je vois par exemple que cette année à Paris, la Société française de radiologie a organisé comme chaque année son congrès. Ils ont intégré énormément de thématiques, de formations, d'échanges pour comprendre. Et je pense que un des points de l'intelligence artificielle, et notamment pour les problèmes de santé, c'est de se l'approprier déjà dans la compréhension, de ne pas être dans un fantasme de ça va supprimer le médecin, parce que c'est une technologie qui va être essentielle pour le médecin, essentielle pour le patient,
Et la perception que nous, on a au quotidien, c'est que le patient, il n'a pas envie d'avoir une IA en face de lui. Il a envie d'avoir un médecin qui le connaît, qui a une vision transversale, ce que ne peut pas proposer aujourd'hui encore l'IA, et qu'il a besoin d'avoir un avis, une réflexion, une expérience, en s'appuyant sur une information donnée par l'IA, par exemple, en radiologie. Donc ça veut dire que là, il y a une évolution des comportements. Peut-être que le radiologue aura une autre mission ou un autre rôle d'accompagnement. Mais c'est vrai que ce dont on se rend compte quand on parle justement de l'apport des outils au pluriel et très large pluriel d'intelligence artificielle, quel que soit le champ d'application, le retail, l'industrie, la santé, on se rend compte que plus on est dans une relation ultra personnalisée avec en face son patient, son consommateur, quelle que soit la position dans laquelle on est, plus on a finalement ce côté alerte face à l'IA qui se déclenche un peu comme un réflexe, j'allais dire quasi reptilien, attention j'ai peur, qu'est-ce que va faire vraiment l'intelligence, notamment avec mes données. Est-ce que là aussi ça continue à être un frein, cette question des données en santé, parce que ce sont des données particulièrement sensibles qu'on va pouvoir mixer dans de l'algorithmie pour avoir une hyper-personnalisation à terme des traitements, des diagnostics d'abord et des traitements ensuite. Comment est-ce qu'on peut essayer d'enlever ce côté, encore une fois, fantasmagorique de l'intelligence artificielle baguette magique qui va pouvoir remplacer tout le monde à un moment donné en matière de santé ? Pour moi, ça va être par la transparence, en fait. Bien sûr que ça fait peur. Les soignants ont extrêmement peur parce que, en fait, pour moi, on a peur quand on n'est pas formé et qu'on ne comprend pas. Donc, c'est un problème d'information. Donc, les soignants, aujourd'hui, on dit beaucoup, oui, les médecins, ils se ferment comme des huîtres, ils sont contre toutes ces nouvelles technologies, ils sont dépassés, etc. Mais en fait, si on leur apporte pas, si on les éduque pas, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ? Ils ont déjà un travail qui est extrêmement, qui prend énormément de temps. Ils doivent déjà se tenir à jour sur le côté médical. Ils n'ont pas le temps de tout faire. Si on les forme, une fois qu'on leur explique, en fait, généralement, ça se passe très bien. Et les patients, c'est pareil. Est-ce que, en fait, vous comprenez vraiment ce qu'on fait de toutes vos données avec d'autres applications que la santé ? Non. Si vous compreniez vraiment, quand on explique aux patients, par exemple, quand ils participent à un protocole de recherche, exactement ce qu'on va faire avec leurs données, où est-ce qu'elle va aller, est-ce qu'elle sera réutilisée, généralement, en fait, ils sont contents de participer à un protocole de recherche. Ils sont contents de se dire que leurs données va les aider eux-mêmes, mais va aussi aider en termes de santé publique. Donc pour moi, c'est vraiment un problème de transparence et d'être simple, d'être clair et de pas être opaque. Il faut chercher dans un nouveau dispositif médical, il faut gratter, même en grattant sur le site, on ne comprend pas très bien, qu'est-ce que c'est que ces classes, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la transparence et l'éducation. Chez certains médecins, il n'y a pas quand même des réticences au changement aussi, changeant des habitudes, des pratiques. Après, il y a une question de génération, c'est-à-dire que si vous parlez à des médecins qui ont 60 ans en fin de carrière, ils vont pas réinventer la roue. Envie de changer, quoi. Mais après, chez les jeunes, en fait, on se rend compte qu'on enseigne la médecine un peu comme on l'enseignait finalement il y a 60 ans. Donc, moi, je vois j'ai des internes, j'ai des externes, et ils ne sont pas du tout au fait de ces technologies. Donc, ils ont encore l'impression que la machine va les remplacer. Ils comprennent pas trop les enjeux. Ils ont l'impression que, en plus, on les attaque dans les médias. Le médecin va disparaître. Donc, forcément. Quand on se sent attaqué, on a tendance à vouloir se défendre. Mais quand on leur explique, honnêtement, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut, on a fait médecine quand même pour que les gens aillent bien et pour soigner les patients. Pas pour un diplôme avec un tampon sur le papier. Je vais rebondir là-dessus parce qu'on parle beaucoup des médecins, mais donc au centre du système de santé, il y a les patients, et tu l'as très bien dit. Je pense que quand même cet enjeu des données, il va cristalliser des enjeux faramineux parce qu'au bout d'un moment, les patients vont être probablement face à un certain nombre de choix, à savoir qu'ils pourront aller choisir quel type de technologie ou d'algorithme ils vont choisir pour les traiter. Et ce qu'on est en train de voir émerger, c'est que les acteurs qui avancent le plus vite sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas des acteurs du monde de la santé, ce n'est pas la PHP, c'est un certain nombre d'acteurs californiens. Aujourd'hui, il y a 2 ans, par exemple, l'université de Stanford a publié un très beau papier montrant qu'ils étaient plus performants à l'aide d'intelligence artificielle que les 13 meilleurs dermatologues qu'ils avaient sélectionnés pour prévenir dépister le cancer de la peau. Qu'est-ce qui va se passer si vous, demain patient, vous êtes face au choix de prendre une photo avec une application d'un acteur californien pour vous dépister votre cancer de la peau, ou aller voir un dermatologue, et que dans votre tête, vous êtes en train de vous demander si vous allez voir votre dermatologue français ou européen, vous avez une perte de chance. Donc il y a un vrai enjeu de savoir qui aura les meilleurs algorithmes qui auront été entraînés sur les meilleures données, pour que les patients européens et français ne se retrouvent pas face à un choix de donner ces données justement à un acteur californien ou chinois, parce que globalement c'est les forces en présence, ou subir une perte de chance en allant à l'hôpital public français.
On n'en est pas loin, honnêtement. Une perte de chance en allant à l'hôpital public Bien français. sûr, c'est-à-dire que si l'hôpital public français, dans 5 ans, ne s'est pas doté des algorithmes pour pouvoir dépister, par exemple, le cancer de la peau, mais également dans le risque cardiovasculaire, c'est Google à l'heure actuelle, qui, en faisant un fond d'œil, est capable de faire la meilleure prédiction de votre risque cardiovasculaire. C'est un problème de performance. C'est un problème de performance, c'est-à-dire que les algorithmes vont être propriétaires d'un certain nombre d'acteurs privés et les acteurs publics. Le monde de la recherche, à l'heure actuelle, ne s'est pas doté des moyens pour rattraper ces performances. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on n'y sera pas dans 15 ans, on y sera probablement dans quelques années, 5. Donc, il faut qu'on se demande collectivement, nous, Européens, si dans 5 ans, on veut choisir entre un algorithme chinois ou une perte de chance. Ça veut dire quoi concrètement, malgré la spécificité et, j'allais dire, quasiment l'aspect vraiment très compliqué de la donnée de santé qu'il faut anonymiser encore une fois, parce qu'on a énormément de réglementation et de régulation qui vient s'ajouter à l'utilisation de cette donnée-là. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir au principe de précaution européen et qui plus est français, qu'il faut se laisser le droit à l'innovation et prenez plutôt un principe d'innovation en santé plutôt qu'un principe de précaution. Jérôme ? Je pense que Cécile a répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment une question d'accompagnement et de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qu'on peut rencontrer au quotidien ne sont pas réfractaires à ce type d'approche. Et il y a des vrais enjeux qu'a souligné Clément, notamment par rapport à cette donnée, pour avoir une puissance de calcul. Alors, est-ce qu'elles vont être offertes à d'autres acteurs qui ne sont pas européens ? Mais avant tout, c'est de pouvoir l'intégrer même dans le processus. On a parlé tout à l'heure de la partie formation, même dans la e-santé, au sens général. Il y a bien sûr l'IA, mais c'est un des domaines. Si vous avez parlé tout à l'heure de la partie réalité mixte, on rencontre beaucoup de médecins, de pôles de santé, des infirmières qui découvrent ce type de technologie. À 95%, il y a souvent un recul par rapport à ces technologies. Je ne maîtrise pas la réalité virtuelle ou la réalité mixte. Je ne connais pas, je ne suis pas dans le monde du jeu. Donc vous voyez, on est très éloigné de l'IA, mais au final, une fois que les personnes ont testé, ont mis leur casque, eh bien, elles découvrent en fait une application qui peut les concerner. Je pense que ce qu'on découvre dans la réalité mixte, c'est exactement la même chose dans l'IA, c'est de pouvoir montrer le type d'application concrète. Et là, en plus, le patient peut avoir un rôle moteur. C'est-à-dire que c'est lui aussi qui va mener de l'information. Et donc, je pense que c'est en intégrant dans le processus, et là, l'hôpital a un rôle, les startups ont un rôle, de pouvoir proposer ce type de solution avec une ouverture. Et pas non plus uniquement la notion de peur et d'avoir envie. On a vu, nous, des médecins qui avaient 60 ans, au contraire, et qui étaient très motivés pour le faire, pour comprendre, pour voir comment ils pouvaient apporter une nouvelle dimension dans leur métier, et y compris dans la formation. Mais ça veut dire aussi, comme le disait Clément il y a quelques secondes, qu'on va, nous, en tant que patients, aller benchmarker finalement les meilleures offres en santé. Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça ? Les médecins que vous êtes, et surtout des médecins qui ont, j'imagine, à cœur la relation médecin-patient, comment ça va transformer on peut faire métier ? un petit peu le parallèle avec le patient qui va sur Internet. Donc, au début, moi, quand j'étais étudiante, on entendait nos chefs qui disaient « Internet, c'est le diable, il faut dire aux patients de ne pas aller sur Internet ». Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est très bien, ça montre que la personne s'intéresse à sa santé. Après, elle arrive souvent en consultation avec beaucoup de questions. Docteur, j'ai lu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Une question de réassurance par rapport à ça. En fait, c'est l'opportunité pour le médecin de se dire, il s'intéresse, je vais lui expliquer et de lui dire, ah, alors voilà, est-ce que vous avez lu ? Non, parce que, oui, parce que vous avez été voir sur ce site, mais peut-être que je peux vous proposer un site où je sais que les ressources sont de bonne qualité. Et en fait, ça permet au patient finalement de rentrer dans sa prise en charge et d'arriver en fait à devenir ce qu'on appelle le vrai partenaire. C'est plus la relation paternaliste médecin-patient, c'est vraiment le partenariat entre les deux. Et ça, c'est super. Donc, si le patient va benchmarker, après, moi, je pense qu'il ira voir le médecin. Docteur, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Souvent, quand on parle de santé, on parle entre personnes qui sont un peu bien, jeunes, en costard, etc. Mais on oublie un peu ce que c'est d'être malade. Et nous, quand on voit les patients arriver au cabinet, honnêtement, les patients ont encore confiance. Enfin, je veux dire, c'est notre métier. Enfin, je veux dire, on a étudié pour devenir médecin. C'est une passion. On a à cœur que les gens aillent mieux. Donc, les patients sont tout à fait prêts à assurer ce partenariat et à pas vouloir juste l'IA qui aura certaines applications
tout à fait pertinente, mais qui ne va pas tout remplacer. Enfin, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Jérôme, Clément, justement, comment on fait pour privilégier cette relation médecin-patient au cœur même d'une médecine ultra technologisée? Un des exemples en termes d'IA, on a nous développé au sein de Sim4Health, donc le département sur la simulation numérique, une plateforme qui s'appelle Medicactive et qui intègre en fait un agent conversationnel. Et c'est exactement ce que vient d'écrire Cécile, c'est que la formation par exemple d'un jeune médecin, il va pouvoir interroger un patient virtuel, donc une sorte d'avatar, avec des termes qui vont être aujourd'hui techniques. Avez-vous des céphalées? Eh bien, la plupart des patients, céphalées, ils ne savent pas ce que c'est. Alors que si... Cherchez sur Internet. Voilà, vous allez pouvoir le trouver sur Internet. Et donc, l'intelligence artificielle, donc cet agent conversationnel, va pouvoir l'accompagner et permettre de comprendre que c'est des mots de tête. Et donc, ça veut dire que cette notion d'empathie, cette notion de connaissance, de transversalité que j'évoquais tout à l'heure, va être essentielle. Donc, pour moi, c'est un exemple concret de pouvoir intégrer l'IA dans les outils de formation qui vont permettre aux médecins de mieux prendre en charge le patient. Clément? Je pense que c'est des visions optimistes. Alors ça donne quoi de votre côté, la vision moins Non, optimiste? je ne fais que décrire des scénarios possibles. Évidemment que les patients ne vont pas délaisser leur médecin du jour au lendemain parce que la médecine, c'est pas simplement poser les bons diagnostics et prescrire des médicaments sur un bout de papier. Donc, bien sûr, ceci étant, je pense que, et ça a été très bien dit par Cécile, on a vu un shift dans les comportements patients-médecins avec l'arrivée d'Internet, avec Doctissimo pour ne citer que ça, qui a rendu le patient un peu plus acteur de sa santé, et c'est une très bonne chose. Je partage complètement ce qu'a dit Cécile. Ceci étant, on est en train de voir une autre tendance arriver avec tout ce qu'on appelle l'ubérisation de la santé, avec certains services, applications qui permettent de commander quasiment un médecin en un clic et le médecin arrive chez vous, avec une espèce de consommation de la santé. Est-ce que c'est une tendance qui va perdurer? Est-ce que c'est cette tendance qui va prendre le pas? Là, je n'ai pas la réponse. Je pense quand même que au centre, encore une fois, du système de santé, c'est le patient, et que les patients qui sont de plus en plus éduqués vont faire ce benchmark des technologies. En France, on a une vision assez idéaliste de la santé. On est un petit peu dans notre bulle. Aux États-Unis, on note les médecins, on note les hôpitaux, et les personnes, effectivement, comparent les médecins avant d'aller les voir. Et il y a des systèmes de conciergerie médicale. Donc, comme on a la fâcheuse tendance d'importer tout avec 15 ans de retard en France, est-ce qu'on va y venir? Encore une fois, je ne sais pas. Ce qui reste certain, c'est qu'on continuera à aller voir son médecin pour avoir une relation humaine. Je ne voudrais juste pas que les médecins soient résumés à des séances un petit peu juste pour parler et derrière doivent orienter son patient vers, encore une fois, les meilleurs outils qui ont été développés par nous. Une dimension consumériste quelque part. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va devoir signer un serment d'Hippocrate? Jeu de mots, je sais. Oh, je la note celle-là, elle est bien pas. celle-là. Je te la ressortir. Ceci étant, dans le serment d'Hippocrate, il y a l'obligation d'utiliser les meilleurs moyens possibles à l'heure actuelle pour soigner son patient. Qui comprend mon jeu de mots. Voilà, et donc effectivement, je pense que les médecins seront forcés d'adopter ces technologies pour le patient. Cécile, Jérôme, le mot de la fin. Je pense que l'IA est une brique de la e-santé qui va bouleverser l'ensemble de la pratique et de la prise en charge, et donc c'est aux médecins et aux patients de se l'approprier. Formons les médecins, formons les patients. Ce besoin de formation, évidemment, qu'on entend beaucoup sur ce plateau, quel que soit le secteur d'application de l'intelligence artificielle, comment la démythifier, comment la mettre à hauteur de médecins et de patients. Et puis on attend le scénario de Clément dans la saison 4 de Black Mirror, du coup, sur la partie médecine. Ça pourrait. Merci infiniment, merci à tous les trois.